Bienvenue à ce webinaire consacré à la transition numérique, évidemment, à faire de l'enseignement hybride une opportunité, un thème qu'on n'aura pas fini d'explorer, vous le verrez, les questions se posent encore aujourd'hui avec nos participants, nos intervenants, nos invités. Nous aborderons des sujets évidemment importants à un moment où le métavers est un sujet qui monte, on le sait dans tous les écosystèmes. L'enseignement supérieur ne peut pas faire l'économie, mais réfléchit déjà depuis longtemps aux nouvelles méthodes d'apprentissage en s'appuyant sur les technologies. Entre réalité virtuelle, réalité augmentée, enseignement hybride, je sais que nos invités y tiennent particulièrement. L'enseignement hybride, le distanciel, le présentiel, l'usage digital n'a jamais été aussi prégnant dans le supérieur. Tous les établissements donc ne peuvent plus faire l'économie d'une réorganisation et se doivent d'investir massivement. C'est d'ailleurs un sujet, parce qu'il faut maintenir l'enseignement tel qu'il était avant et aussi investir dans des nouveaux supports, de nouveaux usages, des nouvelles fonctionnalités. Alors, quelles sont les bonnes directions, même si on n'aura peut-être pas une réponse définitive aujourd'hui, mais on aura un éclairage quand même. On dessinera les contours de ce que pourrait être le digital demain, sans doute. Quelles sont les bonnes directions, les options les plus performantes, les technologies utilisées et les résultats attendus, évidemment, à l'issue de ce qu'on entreprend comme politique digitale. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Nicolas Arnaud, le directeur des programmes chez Audencia. Bonjour Nicolas. Bonjour Gilbert, bonjour à toutes et tous. Très investi dans CIGEM, si je ne m'abuse, Nicolas aussi. CIGEM, c'est le système d'affectation pour les élèves qui passent le concours à l'issue des classes préparatoires. Absolument. Absolument. Loïc Play, directeur de la pédagogie chez IESEG School of Management. Bonjour Loïc. Bonjour Gilbert, bonjour à toutes et à tous. Alors je disais, Audencia, c'est pour Nicolas, école sur prépa. IESEG, Loïc, c'est une école après-bac, en 5 ans. Et c'est aussi ça, les deux grandes écoles avec deux profils et deux parcours différents. Et Jérôme Darounia, directeur de la pédagogie et de la recherche au groupe ESIEA, l'école du digital, c'est comme ça qu'elle se prononce. Oui. Marie Laval, sur-Seine. Voilà. Bonjour Gilbert, bonjour à tous et à tous. Et puis, Andrea Dieu, alors je l'ai répété, Dionisio. Voilà, j'allais dire. On a présenté avant de commencer sur le nom d'Andrea, et un nom absolument charmant qui est l'adaptation de Dionysos en portugais. Voilà, c'est ce qu'elle nous avait expliqué. Voilà. De Panopto, notre partenaire, vous savez qu'on organise tous ces webinaires avec des partenaires, et Panopto nous suit depuis longtemps. Bonjour Andrea, un petit mot d'introduction pour expliquer les contours de notre webinaire ce matin. Oui, bonjour à tous et puis bienvenue. C'est un plaisir de passer cette matinée avec vous, ou cette fin de matinée, que je suis en Angleterre, donc pour moi c'est un début de matinée. Je vais être chez vous. Comment ? Il est quelle heure chez vous? Chez moi, il est 10h, donc il n'y a pas beaucoup de décalage, mais suffisamment pour sembler être en début de matinée plus qu'en fin de matinée. Donc, mais aujourd'hui, nous allons faire le point un peu en différences technologies, comment on les utilise en fonction des différentes écoles, en fonction où on en est, puisque comme j'avais expliqué pendant la préparation, finalement, ce Covid a ouvert une porte aux technologies dans l'éducation et a un peu changé notre vision et notre modèle qui avait été assez imprégné. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va voir un peu où est-ce qu'on en est et comment on peut répondre et quels sont les futurs développements possibles. Voilà. Merci beaucoup, Andrea. Alors voilà, nous avons plus de 213 inscrits quand même pour ce webinaire. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fini d'en parler. Alors, Madame, Messieurs, je vous soumets une première question. Nicolas, c'est un sujet que vous avez beaucoup abordé, que ce soit au niveau des instances, des écoles de commerce, CDE, FMC, FDG, CGE, que sais-je. Est-ce que ça sert à quelque chose encore un campus physique aujourd'hui, au moment où tout le monde dit qu'on est à distance? Alors, pour ma part, effectivement, ma réponse est assez claire. Un campus physique est hautement utile. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur des enjeux de mixité, d'hybridation finalement des modes d'enseignement et de dispense de nos savoirs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous restons des écoles dans lesquelles ce qui se joue pour des écoles avec des programmes pluriannuels, donc en 3-4 ans pour le programme grande école à Audencia en post-prépa, en 3 ans sur des bachelors, eh bien, l'enjeu, c'est d'engager finalement, d'agencer des expériences de nature diverse, des expériences de salle de classe, des expériences en lien avec des questions effectivement de cours online, digitalisés, synchrones, asynchrones,
etc. Il y a la question des stages, il y a la question de la vie de campus, il y a la question de la mobilité internationale qui reste une demande extrêmement forte de nos étudiants. Donc finalement, le métier premier qui est le nôtre, c'est pas simplement d'organiser des enseignements, c'est d'agencer des expériences de nature diverses et variées pour accompagner ces jeunes sur une période qui est extrêmement précieuse dans une vie. C'est cette période où les individus se construisent finalement, où les identités personnelles et professionnelles se construisent. Et donc l'enjeu, c'est bien de démultiplier ces formes d'expérience. Et donc, si on est d'accord avec cette définition de notre métier, finalement, eh bien, l'enjeu, c'est bien évidemment de faire vivre des expériences physiques sur campus, mais aussi online de différentes natures, de manière à ce que ces jeunes soient prêts pour affronter leur carrière professionnelle à venir à l'issue de 3 ans, 4 ans ou 5 ans d'études dans nos différents programmes. Donc la réponse est clairement oui, ces campus physiques, ils ont encore toute leur place. Et d'ailleurs, toutes nos écoles investissent extrêmement massivement dans nos espaces, que ce soit dans nos campus historiques ou d'ailleurs dans de nouveaux campus. On vit une période extrêmement significative en France. Mon petit doigt me dit que Audencia mon petit doigt me dit qu'Audencia réfléchit aussi à un beau campus dans les années à venir. Très beau campus à Paris, on l'annonce dans quelques semaines. Voilà. Déjà, c'est une info. Alors, même question pour vous, messieurs, Jérôme, Loïc. Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, Loïc, vous êtes installé en plein cœur de la Défense. À l'époque, quand vous étiez installé, souvenez-vous, au milieu de la Défense, vous étiez une école qui avait étonné, puisque c'était il y a longtemps, mais je suis peut-être un peu plus vieux que vous, ce qui explique que je m'en souvienne, et c'était important et avec véritablement une nouvelle perspective. Alors, le campus physique, c'est encore utile? Alors oui, le campus physique est bien évidemment encore utile pour déjà beaucoup de raisons qui ont été évoquées, et c'est effectivement pas à l'IESEG où on va dire que le campus physique est inutile, puisque que ce soit sur notre campus historique de Lille, où on va bientôt passer à plus de 30 000 m², ou sur Paris, où ce sera quasiment la même chose aussi d'ici 1 an et demi, on investit massivement sur le campus, avec des campus qui n'ont plus rien à voir par rapport à ce qu'ils étaient il y a 10-15 ans. Enfin, je suis arrivé à l'IESEG il y a 17 ans maintenant, et on se retrouve avec des campus qui sont bien sûr de plus en plus connectés, qui sont de plus en plus ouverts dans le sens où les étudiants ont des espaces de travail qui sont quasi n'importe où dans le campus pour pouvoir s'installer, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir se connecter, non pas seulement virtuellement, mais aussi bien sûr physiquement, et non seulement avec les enseignants et avec les autres étudiants, mais aussi avec les étudiants internationaux qui viennent en masse sur le campus, et puis avec les entreprises et avec les incubés, puisqu'on a 2 incubateurs dans lesquels peuvent se rendre aussi nos étudiants pour pouvoir discuter avec les incubés, pour pouvoir échanger sur des projets de création d'entreprise qu'ils pourraient avoir, et essayer au maximum de bénéficier de l'ensemble de ces connexions physiques possibles qui restent disponibles sur le campus et qui ont particulièrement manqué pendant les 2 années de pandémie. Oui, bien sûr. Chez les ingénieurs, parce qu'on parlait école de commerce, on l'a bien compris, Audencia, IESEG. Est-ce que chez les ingénieurs, cette mue, cette transformation, elle est identique? Alors, quand on est chez les technologues, j'allais dire non, chez les spécialistes de technologie, on a envie de dire, vous êtes peut-être en avance. Alors, je rappelle une anecdote, Jérôme, je disais, vous avez un beau logo derrière, et puis vous disiez, en plaisantant, bah oui, je montre au moins que les locaux servent encore à quelque chose, à avoir un Oui, c'est ça. Derrière moi, en fait, c'est une photo de ce qu'on appelle l'Open Lab, c'est le Fab Lab de l'école. On a sur nos 2 campus, soit Laval ou Paris, qui est un lieu pour les associations, pour les étudiants, pour les projets, qui est un vrai lieu quelque part de vie technique, vie scientifique pour nos étudiants. Et c'est un lieu qui va devenir central qui devient central dans toutes les écoles d'ingénieurs. C'est comment créer des lieux où les étudiants viennent, partent, travaillent, échangent, discutent. Ce type de nouveaux lieux dont on vient de parler, on sort le bâtiment ne peut plus être simplement une salle de classe. On a encore bien sûr des salles de TP. Nous, on a besoin de physique pour TP d'électronique. On est encore sur du matériel qui sont dans nos locaux. Mais aussi comment on crée des nouveaux lieux d'échange autour de leurs études. Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles on tient. Nous aussi, on est en train de prévoir un nouveau bâtiment qu'on va annoncer dans quelques semaines aussi à Ivry,
Et on est toujours dans cette réflexion depuis quelques mois sur le sens du campus, quels sont les nouveaux usages, quels sont les usages dans 5-10 ans, parce qu'il y a un temps de construction qui est important et on réfléchit à ça depuis quelques mois. Et c'est forcément le lien entre l'hybride, l'enseignement moitié à distance, moitié en présentiel, comment faire venir les étudiants pour qu'ils aient des expériences concrètes dans notre bâtiment. C'est des sujets qu'on explore et qu'on essaie de mettre en place au moment même des plans du bâtiment. Ouais. Et c'est ça la difficulté, hein, c'est que finalement, vous ne savez pas demain à quoi ça ressemblera, parce que les technologies vont très vite, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, là, voilà, ça va très très vite et il faut arriver à ce que on soit indépendant de choix techniques, de choix technologiques, tout en ayant cette contrainte que ça doit fonctionner avec la technologie d'aujourd'hui. J'animais un colloque de la CGE sur le métaverse, je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques semaines, et quelqu'un des arts et métiers me disait que finalement, au fond, il y avait un avantage, c'est d'avoir une économie sur la… Parce qu'acheter du matériel pour tester pour vos ingénieurs, ça coûte très très cher, et parfois leur mettre un casque pour simuler, c'est aussi une façon de basculer dans cette révolution digitale et d'économiser, parce qu'une machine, si elle coûte cher, elle coûte moins cher en 3D, ou 4D ou 5D d'ailleurs. Oui, les TP à distance réellement immersifs, complets, c'est des sujets, voilà, notamment dans l'électronique. On n'a peut-être plus forcément d'oscilloscope et d'avoir la carte électronique sous la main. On peut faire tout à distance. Après, c'est l'équilibre, puisque un ingénieur, moi je crois beaucoup à ce qu'à un moment donné, il fasse de ses mains, il touche de ses mains. Donc c'est l'équilibre à avoir entre le besoin d'avoir du matériel important qui le touche et puis la capacité à le faire de manière très agile, indépendamment de tout problème. Voilà, on a la grève jeudi, les TP, comment on imagine pouvoir les faire ce jeudi. C'est un impact très ponctuel, mais c'est des vraies questions pédagogiques parce qu'on veut assurer la meilleure qualité possible dans toutes les conditions. Andrea, alors on l'a vu, hein, tout le monde est partagé sur le sujet. Ma question est un peu provocante. À quoi ça sert un campus? Évidemment, j'étais un peu sur la même ligne que Nicolas, Loïc et Jérôme, hein, parce que ça sert à quelque chose. Je me souviens encore de mes belles années étudiantes. On prenait du plaisir à se retrouver ensemble quand même, hein, après les cours en plus. Andrea, alors votre regard à vous aussi. Alors moi, je dois dire que je prenais également beaucoup de plaisir à rencontrer de nouveaux étudiants, surtout qu'à Paris, j'ai eu la chance d'étudier dans de beaux campus également, où les étudiants internationaux venaient beaucoup pour s'éduquer en France. Et ce fut une chance. Donc, j'espère qu'on va pouvoir maintenir en place pendant encore très longtemps ces campus. Pour un aperçu un peu plus global, depuis que j'ai pu commencer à travailler avec Panopto, j'ai rencontré du coup des étudiants, des enseignants d'autres pays et je dois dire que c'est une question qui revient. Comment garder cette place de campus qui est très importante et d'un autre côté, comment se mélanger avec cette technologie et les nouveaux besoins que les étudiants ils ont, puisque nous avons malheureusement, je me souviens 10 ans en arrière, c'était déjà très compliqué étudier et vivre sur Paris. Alors, je n'imagine pas maintenant pour un étudiant à quel point ça peut être compliqué. Donc oui, c'est de très belles questions qui se continuent. On a effectivement, pour rebondir sur le sujet du métaverse, on a un client en Italie qui justement mélange tout son support qu'il a au niveau technologie pour pallier à des problèmes, par exemple, de dons, puisque c'est une école scientifique donc, qui sur le médical. Et le métaverse vient pouvoir justement combler et aider sur les exercices, le support. Le support vidéo également, en complément, permet justement sur les supports ou des exercices à donner aux élèves à pouvoir faire étaler l'utilisation des laboratoires qui, du coup, sont coûteux. Et donc, les élèves ont plus de temps et pouvoir le faire, ce TP, de manière enregistrée, puis ensuite fournir la vidéo. Restituer. Ouais, c'est vraiment un support qui leur a permis de diminuer le nombre de contaminations, puisque pour eux, c'était quelque chose de très important,
de maintenir les contaminations au plus bas niveau, puisque derrière, leurs élèves doivent pratiquer en temps réel dans les hôpitaux. Donc, c'était des questions cruciales où, au final, la technologie a pu apporter une réponse. Voilà, une illustration. Alors, messieurs, madame, une question aussi qui me taraude, puisque je la pose à chaque fois que j'ai quelques interlocuteurs. Quel est le bon équilibre? Alors, j'ai des écoles, Nicolas, vous voyez à qui je pense, et Loïc et Jérôme, nous c'est 50-50 distanciel présentiel. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on peut être totalement à distance sur le campus, ce qui complexifie. Donc, Nicolas, quel est le bon équilibre? Parce qu'évidemment, les élèves, j'étais aux États-Unis il y a une semaine et ils ont quand même une partie des cours à distance, voire des examens à distance, tout en étant présents sur les campus, les étudiants. Donc, c'est complexe. Et la notion de distanciel présentiel est un peu plus complexe et pas si simple. Non, effectivement, ce n'est pas un sujet simple. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse à cette question, Gilbert. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il y a nécessairement ce qu'on va appeler une segmentation marché. C'est-à-dire qu'on a des programmes qui peuvent être pensés, commercialisés et donc dispensés 100% online pour un public qui sait précisément ce qu'il va suivre en candidatant et en étant recruté dans un programme qui est offert et annoncé 100% online. Ce que je veux dire par là, c'est que cette segmentation marché, en fait, il y a une promesse de nos écoles par rapport à différents programmes sur l'expérience qui sera vécue. Donc, il n'y a pas de bon modèle dans l'absolu. Il y a une question de segmentation et de promesse qui est faite d'une institution. En tout cas, vous avez quand même des cours qui étaient avant à présence, ou en tout cas, on parle de classe inversée, vous envoyez les cours avant, il faut qu'ils soient regardés avant, il faut qu'ils soient préparés avant, et tout ça, c'est par des outils digitaux, des outils, des plateformes. Ouais, ça se faisait très bien il y a 25 ans avec des textbooks et des articles. Ce principe-là, je ne veux pas paraître un peu trop conservateur sur le sujet, mais encore une fois, il y a cet enjeu de segmentation marché. En revanche, par exemple, dans le programme Grande École, ce qu'on a déployé cette année, c'est que l'un des semestres du Master 1, les étudiants qui le souhaitent ont le choix de le faire 100% en ligne. L'intérêt de le faire 100% en ligne, il y a au moins 3 intérêts. J'ai besoin d'un job et vu qu'on a designé ces cours, non pas avec des temps en visio synchrone, mais en fait, on a diminué le synchrone pour faire beaucoup d'asynchrone. Donc, on a construit des contenus. Et les étudiants ont une forme d'autonomie dans leur période d'apprentissage, avec quelques périodes synchrones, environ 4-5 heures maximum par semaine, et ça donne lieu à 30 CTS comme un semestre 100% présentiel. Ça les responsabilise en plus. Ça les responsabilise. L'intérêt, c'est que certains peuvent avoir un job étudiant, peuvent rentrer chez eux pour éviter de payer un loyer, on en parlait. Et puis d'autres, j'ai quelques étudiants qui sont partis en Australie, d'autres à New York, pour vivre en fait à l'international, tout en avançant dans leur cursus académique qui, normalement, concernait un semestre franco-français à Nantes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une promesse de flexibilité dans un semestre pensé comme celui-ci, mais en tout cas, on ne l'impose pas aux étudiants, ce sont ceux qui le souhaitent, qui le font, et ils sont quand même 90 à l'avoir choisi, ce qui, pour une première année, était honnêtement au-delà de nos espérances au sein du programme Grande École. Vous êtes en train de me dire ça peut être 0 ou 100%. En fait, quel est le bon équilibre? 0 ou 100%, en fait. 0, 100%, 20, 80, honnêtement, il n'y a pas de... Loïc, crois pas qu'il y a une bonne réponse là-dessus, il n'y a pas de one best way, comme on dit. Loïc approuve. Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc? Je suis à 100% d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été un peu surpris de voir dans certains établissements en France ou à l'étranger des annonces de 20, 30%, 40% de nos cours qui sont dispensés en ligne. Ce qui, pour moi, est un non-sens total parce qu'il y a une double approche à avoir, c'est-à-dire une approche au niveau du programme et ensuite une approche au niveau des cours. Et au niveau des cours, selon le design pédagogique qu'on va mettre en place, selon les objectifs d'apprentissage, selon la nature du cours, selon la manière également dont on va être contraint par certains éléments de l'environnement aussi, l'environnement des salles de classe, les environnements technologiques, etc. Il va y avoir à la fois une approche liée donc au design pédagogique et une sorte de pragmatisme à avoir qui va permettre derrière d'adapter en fonction du type de cours, en fonction donc des objectifs pédagogiques dont je parlais, et de se décider si pour un cours, on va passer à 0, 20, 50, 100% de distanciel. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire qu'il y a effectivement
Au niveau du programme, la segmentation, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Nicolas tout à l'heure, et ensuite, quand on rentre au niveau d'un programme qui n'a pas vocation à être à 100% en ligne, eh bien, une réflexion beaucoup plus granulaire qu'il va falloir avoir. Et donc, c'est pour ça que, généralement, on nous demande « mais quel est le pourcentage de cours que vous donnez en ligne ?» Et ma réponse est toujours « ça dépend », parce que ce pourcentage en lui-même ne veut strictement rien dire et il ne faut surtout pas s'attacher à cela, en fait. C'est vraiment un message que j'aimerais bien faire passer aujourd'hui, c'est ne pas s'attacher à un pourcentage en tant que tel qui n'a aucun intérêt et aucune signification sur un plan pédagogique. Il ne faut pas oublier qu'on est là avant tout pour servir nos étudiants, et donc c'est cette réflexion en termes d'objectifs pédagogiques et de construction de cours et du programme qui doit primer avant une réflexion qui serait liée à des pourcentages qui pourraient très vite en plus nous ramener à des perspectives purement financières qui ne sont pas nos objectifs en tant qu'institution d'enseignement. Loïc, évitez de dire que je pose des questions bêtes, hein, s'il vous plaît. Hein. Absolument pas, absolument pas, parce que justement, je ne parlais pas de votre question en particulier, mais plus largement, il est clair que de toute façon, et c'est normal, les journalistes nous posent régulièrement ce type de questions par rapport à un pourcentage, et je la comprends tout à fait, elle est tout à fait logique, et je pense que c'est dans nos échanges avec vous et avec les différentes personnes qui assistent à ce type de webinaire ou qui vont lire les articles que vous publiez, qu'on a intérêt, nous, et vocation vraiment à faire passer ce type de message pour comprendre pourquoi ce type de pourcentage n'est pas vraiment pertinent eu égard à nos objectifs. On l'a compris, Jérôme, et je vous chambrerai un peu, pardonnez-moi, hein, mais c'est parce que évidemment c'est une question qui est simple et parfois on a envie de dire, est-ce qu'au fond, Jérôme, est-ce que chez vous il y a un bon équilibre? Est-ce que vous avez trouvé ce bon équilibre justement? Il y a un vrai équilibre au quotidien hein, qui est dicté par notre volonté pédagogique et la promesse, hein, qui n'est pas dicté par combien de mètres carrés on veut sauvegarder, enfin qu'on veut non utiliser dans nos locaux de plus le mois prochain, mais bien quelle pédagogie on veut mettre en place. L'ICEA a un vrai projet pédagogique qui est avant tout centré sur le présentiel majoritairement. Hein. Donc l'équilibre, il est lié à notre promesse, hein, qui est une promesse d'être principalement sur place, avec cette volonté toujours en fonction du cours abordé, de l'action pédagogique qu'on veut mettre en place, d'utiliser le meilleur outil possible. Et quand le distanciel est le meilleur outil, on va faire le choix d'aller sur le distanciel. Après, il y a des contraintes externes, hein, bien sûr, surtout quand on est sur du bicampus. Hein, on a 2 campus, Paris-Laval. Et parfois, le distanciel s'impose pour des actions pédagogiques qu'on veut mettre en commun. On a cette capacité, du coup, à rapprocher des élèves de plusieurs campus sans avoir à les transporter en bus ou en train, mais de les rapprocher réellement pour des vraies actions pédagogiques en commun. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je prends l'exemple, en 5e année, on organise les projets étudiants communs Paris-Laval, ce qui veut dire que quelque part, l'étudiant va apprendre à travailler en groupe, physiquement sur son campus, mais aussi à travailler avec un commanditaire, travailler avec un mentor qui va être à distance. Donc, ils apprennent cette capacité à travailler dans un environnement hybride aussi, même dans le projet. Donc, ils vont vraiment vivre au quotidien sur leur gestion de projet ce côté hybride. Et c'est par exemple là un bon équilibre. On a une pédagogie qui fonctionne et en plus, ça les prépare à leur future carrière. Alors, Andrea, peut-être que j'aurai plus de chance avec vous. Est-ce que vous avez constaté que, en gros, les étudiants passent… Alors, je vous donne quelque chose de très concret. Hein. J'étais aux États-Unis, un étudiant en 3e, en bachelor, en collège, il a 2-3 jours de cours. Le reste, il est un peu à distance, un peu avec des QCM, ou bien il n'a pas cours. Donc, j'essaye pas de tirer une règle de cela, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas tout le temps sur le campus. Alors, moi, je vais apporter quelques réponses avec quelques chiffres. Aujourd'hui, 85% des étudiants doivent se transporter jusqu'au campus. Donc, ça fait quand même énormément d'étudiants qui doivent avoir un certain nombre de transports. Et plus de 50% des étudiants ont aujourd'hui une activité professionnelle en plus de leur vie étudiante. Ce qui est un pourcentage énorme puisque aujourd'hui, les étudiants se retrouvent avec des responsabilités
qui, ne serait-ce qu'à mon époque, on n'en avait pas autant, ou du moins, on n'était pas autant d'étudiants avec autant de responsabilités ou avec des besoins, par exemple, de soutenir la famille, etc. Donc, je n'ai pas encore ici non plus un pourcentage précis. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des contraintes. Bien sûr. Il y a des contraintes. C'est sûr que c'est un besoin qui devient de plus en plus primordial et d'avoir cette balance. Et au final, je pense que c'est important de tout aussi bien avoir des possibilités de cours complètement en présentiel et avoir cette possibilité, cette flexibilité d'aller jusqu'à du 100% distanciel, puisque du coup, ça permet d'ouvrir l'accessibilité à la formation à un plus grand nombre, en sachant que Panopto, à la base, a été développé pour justement donner cette accessibilité à des personnes qui n'avaient pas forcément de possibilité d'aller à des campus, comme par exemple des personnes à mobilité réduite ou avec des problèmes d'audition, et qui ça devenait compliqué il y a 10 ans en arrière maintenant, puisque nous avons 10 ans d'existence chez Panopto. Difficile. Mais 10 ans, c'est dingue, hein, comment, on voit bien, hein, vous illustrez parfaitement comment ça a explosé, puisque 10 ans, finalement, c'est très peu. Et puis en même temps, vous êtes… vous agissez, vous adressez quand même des établissements dans le monde entier, quoi, avec les solutions que vous proposez d'enseignement à distance. Parfait. Une question, chers amis, une question évidemment qui n'est pas négligeable. Au moment où on parle génération X, Y, Z, Alpha, Digital Native, les étudiants, ils exigent quelque chose quand même. Ils attendent quelque chose. Nicolas, ils attendent quelque chose, une offre, une expérience qui est radicalement différente quand même. Ah, les étudiants, ils attendent un super prof. Ils attendent un super prof qui soit passionné, qui soit expert, qui soit dans une dynamique d'interaction et qui ait de l'expérience et qui sache partager ses expériences. Honnêtement, les étudiants, c'est ça qu'ils attendent. En tout cas, ils viennent dans nos écoles pour cela. Encore une fois, il y a cette question de la segmentation de l'offre. Si vous proposez des programmes purement online, avec un modèle pédagogique très différent, les étudiants, ils auront ceux qu'ils auront choisis. Mais dans nos écoles, me semble-t-il, j'ai du mal à imaginer que mes collègues me fassent mentir, quand vous avez un bon prof en salle de classe, je vous assure que le job est fait, il est très bien fait. Ils attendent cela en salle de classe, les étudiants. Et après, encore une fois, ils attendent une multitude d'expériences qui vont leur permettre de se construire en tant qu'individu. Et cette expérience du online, de la visio, du digital, bien évidemment, elle fait partie des compétences sur lesquelles nous avons une responsabilité pour accompagner et préparer ces étudiants. Donc ces étudiants, ils attendent d'être préparés, ils attendent d'avoir du choix, ça on le voit bien, mais ils attendent honnêtement d'avoir une expérience en salle de classe la plus riche, passionnée et passionnante possible. Je le constate tous les jours. Mais est-ce que, par exemple, ils ne sont pas parfois plus compétents? Vous vous souvenez, quand il y a eu le confinement, on parle de ce truc qui est déjà vieux, mais pas mal d'étudiants avaient trouvé des solutions un peu à leur main, sans passer forcément par les plateformes, pour pouvoir justement créer des groupes et des choses comme ça. Donc, ils apportent aussi eux-mêmes des usages nouveaux. Oui, mais c'est bien ce que je voulais évoquer en matière d'interaction et finalement de co-construction de ce qui se passe dans un espace de savoir et d'enseignement. Les étudiants, ils ont un rôle actif à jouer, bien évidemment. C'est fini la période des cours descendants pendant 4 heures où les étudiants n'ont parole. On n'est pas du tout sur cette pédagogie-là aujourd'hui. À Audencia, il y a 0 cours d'amphi, par exemple. Donc, on n'est que sur des cours avec des groupes de 40, voire même de 20 pour les cours de langue. Donc, les étudiants ont un rôle actif à jouer dans ce qui se passe dans la dynamique d'apprentissage en salle de classe, indubitablement. Et après, ce qu'on observe dans ce monde post-Covid, là, c'est une attente effectivement croissante d'une forme de flexibilité et de modularité de la part de nos écoles à l'égard de ce qu'on peut proposer et mettre en place auprès de nos publics étudiants. Ce qui nous invite effectivement à revoir nos modèles, à être dans davantage de modularité, plus de choix, leur faire comprendre ces choix de manière à avoir des réponses finalement à différentes situations d'étudiants. Ce que j'évoquais sur le semestre distanciel, quand on a 80 étudiants qui font ce choix-là pour des raisons diverses, qui sont celles que j'évoquais, eh bien, on répond à des besoins autres que ceux historiquement des étudiants qui voulaient absolument rester en salle de classe. Et d'ailleurs, on n'avait que ça à leur proposer. Donc, on va dire qu'on change nos modèles, on crée plus de complexité dans la manière dont on définit l'architecture de nos programmes, de nos formations et de nos écoles. Ça, c'est notre responsabilité. Mais à Audencia, on est à 98% en salle de classe, quoi.
Oui, quand même. Mais parfois en distanciel, en salle de classe. C'est un peu ça l'idée, ou avec des usages. Non, même pas. Très rarement, très, très rarement. D'accord. Je ne veux pas vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire, hein, Nicolas. Loïc, même question pour vous. Vos étudiants, est-ce qu'ils attendent quelque chose de différent, de plus fort, de plus intense, de modulaire qu'est-ce qu'ils attendent au fond? C'est effectivement la même chose. Alors, ils attendent avant tout, et je rejoins là encore ce que disait Nicolas, ils veulent un prof qui va être à la fois compétent sur le fond et qui va montrer du dynamisme et de la passion. Et alors, hasard du calendrier, mais d'ici 1 heure, je remets les Teaching Excellence Awards de l'IESEG à un certain nombre d'enseignants. Et tout ce qui ressort des feedbacks qu'on a des étudiants, c'est que les profs en question sont justement des profs qui sont passionnés, qui savent faire vivre leur matière et qui savent de quoi ils parlent. Donc, c'est avant tout pour cela qu'ils vont venir chez nous. Ensuite, sur la dimension techno, je minorerai un peu la notion de digital natives. Ils sont soi-disant nés avec une tablette. Alors, avant, on disait une souris. Maintenant, c'est avec une tablette ou un smartphone dans la main. À titre personnel, je suis né avec 2 jambes. Il m'a fallu un certain temps pour pouvoir apprendre à m'en servir. Ça a été pareil pour mes étudiants. Et je peux vous assurer que nos étudiants et les étudiants d'autres écoles, je pense que mes collègues ne vont pas me contredire là-dessus, ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils savent mieux que nous utiliser en permanence l'ensemble des outils technologiques qu'on met à leur disposition. Instagram, TikTok, très certainement. Pour d'autres, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc, et c'est tout à fait normal. Il y a un besoin d'apprentissage et on est là pour les guider également dans cet apprentissage. Ça ne veut pas dire que parfois, ils ne sont pas plus avancés que nous. Bien au contraire, ils vont pouvoir nous guider, nous accompagner et surtout nous faire des recommandations ou nous proposer des choses. Mais le critère d'âge, là, n'est pas du tout discriminant dans la qualité d'utilisation des outils technologiques. Loïc, vous pointez du doigt quelque chose qui aujourd'hui, que j'ai abordé dans certains débats. En fait, le prof reste au cœur de la pédagogie, reste au cœur du dispositif, mais c'est un nouveau prof. C'est un prof augmenté, c'est un prof customisé parce qu'il est plus transformateur de connaissances à la lueur avec les outils pédagogiques. C'est ça, les outils digitaux, pardon. C'est ça aussi la vraie révolution, c'est organisationnel et en matière de métier. Tout à fait. Ce qui passe par des enjeux de formation qui sont extrêmement importants et on a mis en place nous, un certificat à la pédagogie depuis, ça va faire 5 ou 6 ans maintenant, qui nous permet d'accompagner les enseignants dans le développement de ces nouvelles postures. Je parlais tout à l'heure du design pédagogique, c'est quelque chose d'essentiel et il faut qu'au-delà de ce design pédagogique, les profs soient en mesure de pouvoir faire face à des situations nouvelles. On parlait de la disparition des cours en amphi. Ça fait 15 ou 20 ans qu'on a arrêté les cours en amphi pour passer sur un modèle pédagogique en plus petite classe, ce qui est très apprécié des étudiants et des enseignants, et ce qui permet derrière d'avoir des relations différentes déjà avec les étudiants, et puis d'utiliser aussi la technologie dans les salles de classe de façon à ce que les étudiants puissent eux-mêmes se l'approprier et s'en servir pour pouvoir communiquer différemment avec l'enseignant, faire remonter les informations également à l'enseignant, et puis s'en inspire aussi pour des présentations et des travaux qui vont être d'autant plus intéressants que ce sont des outils qu'ils vont être amenés à utiliser ensuite en entreprise. Et c'est là l'objectif. Nous, on les a pendant 5 ans, et le but, c'est de faire en sorte qu'au cours de ces 5 ans, ils développent à la fois des routines de fonctionnement et des capacités d'apprentissage et d'utilisation des outils technologiques auxquels ils vont être confrontés en entreprise, qui font qu'une fois sortis de chez nous, ce sont des choses qui iront d'évidence pour eux. Jérôme, même question pour vous, hein, vos étudiants, alors eux, ils sont digital natives, mais users, hein, si je peux dire, puisqu'ils sont déjà passionnés par le digital, puisque c'est un peu le branding de l'école, hein, l'école du numérique. En tout cas, quand je vais sur le site, c'est ce qu'on lit. Hein. Donc, oui, le rythme très sensible. Ils sont très sensibles. Et puis, on a quelques étudiants, forcément, on pourrait un petit peu appeler geeks, hein, qui du coup ont des attentes techniques, technologiques, ont envie qu'on utilise des outils modernes, voilà, voir qu'on change beaucoup les outils. Voilà, il y a quand même cette attente-là qui peut exister. Je rejoins ce qui vient d'être dit, hein, mais je vais juste compléter peut-être par un point. Ils sont très exigeants sur l'usage du bon outil pour le bon cours. Quand on n'utilise pas le bon outil, que ça soit un outil de présentiel et distanciel, mais c'est aussi des outils techno derrière qu'on peut utiliser, hein, c'est plutôt là qu'on va avoir vraiment un retour d'élèves qui vont dire là, ce cours-là,
c'est pas la bonne modalité pédagogique. On a vraiment cette exigence d'avoir ce bon outil. Et dans leur réflexion, il y a souvent le besoin d'individualisation de leur avancée. Le côté linéarité du programme qui avance et tout le monde en même temps, c'est des choses qui sont de moins en moins friands. Ils veulent vraiment, pour certains cours, pouvoir avancer à leur rythme, avoir la réponse qui leur convient au moment où ils l'attendent. Et cette exigence d'individualisation en fait, de leur progression, de l'accompagnement qu'on fait pédagogique, elle est très forte. Donc, c'est pour cette attente-là que je mets en fond, qui existait il y a 30 ans, mais qui se retrouve différemment aujourd'hui avec les outils et le distanciel. Alors, Andrea, vous avez incarné la Startup Nation, hein, puisque vous disiez ça a 10 ans la boîte. Donc, évidemment, ça veut dire que les créateurs ont pensé pour les nouvelles générations, ces générations qui attendent autre chose. Et c'est un peu ce que je posais comme question à Nicolas, Loïc et Jérôme. Votre ressenti à vous aussi? Alors, moi, je pense que la technologie, qu'importe l'âge, il faut y avoir un intérêt. Tout le monde, qu'importe l'âge, n'a pas forcément un intérêt prédominant pour la technologie. Et puis, il faut l'accompagner, cette technologie. Donc, nous, à Panopto, on accompagne avec de la formation pour être sûr qu'on puisse utiliser l'outil. Parce que, il me semble qu'on en avait parlé aussi pendant la préparation, mais on peut avoir le meilleur outil au monde. Si on ne sait pas l'utiliser, il n'est pas utile et il est vite abandonné. Donc, il faut… Et il coûte cher, finalement. Oui. Et d'ailleurs, on a emmené aussi une petite enquête auprès des étudiants pour comprendre justement cette envie et ce besoin de technologie au sein des universités, au sein de leurs enseignants. Et 68% ont répondu comme quoi ils étaient favorables à l'utilisation de technologies. Donc, ça veut dire encore que oui, il en faut, mais… bon usage, quoi. Voilà, on va dire ça. Et justement, tout le monde… comment on choisit? Justement, Andrea, comment on est sûr d'être la bonne technologie au moment où on propose une solution? Parce que c'est ça aussi, c'est que c'est comment choisir la bonne technologie vu la profusion de solutions et de plateformes? Alors, moi, je répondrais sur le fait d'être à l'écoute. Nous, de notre côté, en technologie, c'est d'être à l'écoute de nos clients, savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et c'est comme ça qu'on a développé Panopto. On a commencé avec juste de l'accessibilité, avec l'enregistrement de vidéos et le partage de vidéos. Aujourd'hui, on peut faire de l'édition avec nos produits. On peut rajouter des sous-titres dans différentes langues. Et tout ça vient sur l'écoute et le partage avec nos clients. Donc, si je me mets d'un point de vue technologique universitaire, à ce moment-là, ce serait d'entendre le point de vue des enseignants et des étudiants pour savoir exactement où en est la demande et les attentes. Nicolas, alors vous avez une direction du digital, hein, vous êtes très investi sur le champ du digital depuis longtemps, d'ailleurs comme toutes les écoles, hein, on va pas parler d'anciens spécifiques. Toutes les écoles ont investi massivement. Mais le choix de la technologie est capital, hein, parce qu'elle peut vous embarquer sur un chemin parfois qui n'est pas le bon. Et comment on choisit? Effectivement, on sait très bien que les technologies, les outils sont extrêmement structurants des pratiques. Hein. Et en même temps, on souhaiterait toujours avoir des outils qui répondent à une vision, un design imaginé de l'outil idéal. Donc, on est aujourd'hui sur un marché qui est quand même un marché d'offres, de produits, de solutions technologiques. Moi, je suis interpellé quasiment tous les jours, soit par mail, soit sur LinkedIn, par des entreprises qui ont la réponse à un problème, sauf que c'est un problème parmi je ne sais pas, 200, 2000. Et donc, s'il faut autant d'outils que l'on a de souhaits, de pratiques, forcément, c'est un peu compliqué. On rentre très rapidement dans un millefeuille technologique là, qui devient impossible. À mon sens, il y a deux. On peut répondre à cette question à deux niveaux. Il y a le niveau un peu macro, global, par exemple, sur quel est le LMS que l'on souhaite mettre en œuvre dans notre établissement. Donc, le LMS, c'est la plateforme pédagogique centrale qui va structurer la diffusion d'un certain nombre de contenus, les syllabies de cours, un certain nombre de quiz, de résultats, bref, qui va animer la dimension pédagogique au sein de l'école. Donc là, il y a différentes offres. Et ces différentes offres renvoient aussi à différentes philosophies pédagogiques qu'une école peut avoir. Donc là, on est sur un choix relativement aisé dans la mesure où il n'y a pas
d'hyper-profusion des solutions sur le marché. Il y a quelques acteurs leaders et quelques challengers. Donc là, on a vite fait le tour du sujet et on peut faire un choix en connaissance de cause. Et puis ensuite, il y a tout un tas de petits outils, entre guillemets, qui peuvent être extrêmement pertinents en lien avec la conception pédagogique d'un professeur pour tel ou tel cours. Et donc là, la difficulté, c'est qu'on rentre vite dans une profusion d'outils avec parfois le risque d'avoir autant d'outils que de professeurs. Ah oui, bien sûr. Bien évidemment, c'est un peu compliqué. Donc là, on travaille beaucoup en consultation, en concertation avec la faculté pour essayer de trouver les quelques outils sur lesquels l'école va investir, à la fois pour acheter, mais aussi pour former les professeurs, former le back-office, de manière à ce qu'on puisse utiliser ces outils de manière pertinente en salle de classe, en tous les cas dans l'espace pédagogique qui sont les nôtres. Mais c'est vrai qu'on est vraiment extrêmement sollicité aujourd'hui par tout un tas d'acteurs sur des solutions pédagogiques. Alors Loïc, comment on choisit ce bon outil? Alors, c'est une très bonne question que j'avais moi-même posée lors d'une table ronde de la CDEFM il y a une dizaine de jours, durant laquelle on parlait de ce genre de choses. On avait une personne de Neoma, une personne de Schema aussi qui était invitée, plus 2 EdTech. Et on est tous arrivés quand même à la conclusion qu'il n'y avait pas de bons moyens ou de bonnes méthodes. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'éléments, par exemple ceux dont Nicolas vient de parler, mais c'est aussi de voir dans quelle mesure est-ce qu'on va limiter quand même le nombre d'outils, parce que sinon on va vraiment rentrer dans une profusion d'outils qui va être à la fois trop complexe au niveau IT, au niveau prof, au niveau étudiant, et là tout le monde est perdant. Il faut également s'assurer d'avoir des entreprises, et c'est pour cela que les périodes de test sont absolument cruciales. Un des outils qui vont vraiment répondre à des problématiques, qui vont être simples d'utilisation et non pas s'arrêter juste au discours commercial qui va nous vendre une simplicité qui est tout à fait normale. Hein. Je comprends tout à fait le discours, mais derrière, on a besoin d'avoir la possibilité de le tester et idéalement sur un semestre entier pour pouvoir voir comment l'outil fonctionne et s'il va répondre à nos problématiques, s'il s'insère bien à la fois dans nos contraintes organisationnelles, mais aussi dans nos contraintes techniques, et puis voir quelle est la qualité de l'accompagnement. Et là-dessus, alors c'est parce qu'on n'a pas d'opto avec nous, mais j'aurais pu le dire d'une ou 2 autres entreprises avec lesquelles on travaille aussi, la qualité de l'accompagnement, elle est vraiment cruciale. C'est-à-dire qu'on a eu dans le passé des entreprises avec lesquelles on a travaillé et pour lesquelles, une fois que la solution avait été vendue, l'accompagnement était nul, mais au sens inexistant. Et voire même parfois systématiquement payant sur des micro-changements dont on avait besoin pour pouvoir s'adapter à l'école et à nos contraintes spécifiques. Et j'insisterai d'ailleurs sur la notion de spécifique parce que ce que beaucoup d'entreprises de la EdTech ont du mal à comprendre, même si c'est un paradigme qui est en train de changer, c'est qu'entre Audencia d'un côté, les CIEA d'un autre et l'IESEG et d'autres écoles aussi, on ne va pas forcément tous utiliser l'outil de la même façon et on peut avoir des besoins de micro-adaptation. Et je vois Andrea qui est d'accord avec moi là-dessus. On va avoir besoin de micro-adaptations qui vont faire que si on n'a pas un partenaire, et j'insiste sur le terme de partenaire, qui n'est pas à l'écoute et qui n'est pas prêt à faire ses évolutions, eh bien très vite, on va abandonner l'outil. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Et à contrario, si on se rend compte à l'issue de la période de test et à l'issue d'une première année de contractualisation qu'on est vraiment en face de quelqu'un qui correspond à la fois à nos valeurs et à ce qu'on recherche en termes de partenariat, on ne va pas hésiter à s'engager sur des contrats pluriannuels de façon à pouvoir rentrer dans une relation de long terme et instaurer vraiment l'usage de l'outil pour éviter de faire en sorte que nos profs se disent « ben voilà, on m'a mis ça cette année, mais est-ce que l'an prochain, je vais encore l'avoir ?» Non, on part plutôt sur du pluriannuel pour se donner le temps de former les profs, de former les étudiants, de rentrer dans une logique d'intégration réelle dans les cours, dans les programmes et dans l'organisation technique et plus générale de l'école. Et ensuite, eh bien, là, on sait que normalement, on a fait un bon choix. Ben oui, bien sûr. Et, évidemment, elle l'a dit d'ailleurs que la collaboration entre l'usager et le prestataire est fondamentale. Jérôme, même question. Est-ce que vous êtes expert, hein, à chaque fois je vous dis vous êtes expert de service, mais bon. Mais est-ce que ça vous aide à trouver le bon outil justement? Pas forcément, puisque
des fois, les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein, à trop avoir une expertise technique. Des fois, on peut se gourer sur l'usage et le pertinent pédagogique qu'on peut avoir derrière. Pour compléter ce qu'il vient de dire, auquel j'adhère totalement, hein, c'est le choix de l'outil, c'est aussi, je pense, l'implication qu'aura les personnes qui décident, la direction. Là où on voit peut-être parfois dans des écoles, j'ai pu connaître ça ailleurs, un problème d'adhésion, c'est que l'outil, il y a une volonté pédagogique d'une école, un choix, une ligne, et il faut que l'outil soit parfaitement aligné avec ça. C'est la première des choses. Et au quotidien, on a des enseignants qui disent, ben voilà, moi, on a une ligne directrice pédagogique, mais mon outil ne permet pas de la faire totalement. Et c'est important d'avoir ce lien-là, cet alignement, sans en même temps que l'alignement, en fait, embrigade l'enseignant dans un modèle qui est trop contraint, puisque on a la chance d'avoir toutes les écoles avoir des enseignants qui ont du charisme, de la personnalité, qui savent animer un cours selon différentes méthodes. Il faut qu'ils aient cette capacité à s'exprimer, à être eux-mêmes, à donner leur personnalité. Et c'est tout ça, pour moi, l'alignement entre la pédagogie et cette capacité à l'enseignant à exister dans le système qu'on lui propose. Voilà, pour compléter un peu ce qu'il vient de dire, j'adhère, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, c'était... L'enseignant est au cœur de la machine. Hein. Là, on l'a compris, hein, Nicolas, Loïc, Jérôme. Ça... Et d'ailleurs, personne ne comprend. Et l'étudiant, excusez-moi Gilbert, je vous coupe, mais et l'étudiant, c'est quand même crucial aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais quand je dis, on parle le professeur engagé. Loïc, c'est vous qui disiez un professeur qui sait de quoi il parle. J'espère quand même. Et puis, quelqu'un qui comprend évidemment les nouveaux enjeux et les nouveaux usages. Alors, Andrea, justement, alors comment vous faites, vous? Est-ce que vous avez un échange en amont? Vous êtes préparé en avant? Il y a un cahier des charges, j'imagine, c'est un peu ça à la base. Tout à fait. Alors, nous, ce qu'on fait, on a quand même une roadmap qui est prédéfinie sur 1 an. Et tous les 6 mois, on la met à jour. Donc, nous, on prend en compte toutes les remontées, que ce soit clients ou potentiels clients avec qui on discute. Et puis, on les regroupe. Et ensuite, c'est ce qui va nous permettre de décider quel est l'aspect qu'il va falloir développer en priorité. Ce sera forcément celle qui sera le plus demandée ou celle qui est le plus possible de développer. Parce que des fois, on a des demandes qui sont très importantes à soutenir, mais en termes de technologie, on n'est pas encore là à pouvoir vraiment l'implémenter. Et je pense que une notion très importante que beaucoup de personnes ont tendance à oublier, malheureusement, dans notre métier et structure commerciale, c'est les limitations qu'un outil peut donner et les évoquer. Parce que souvent, on évite de les évoquer et ça peut créer des attentes non réalisables ou qu'on ne peut pas répondre. Et donc, c'est important de toujours communiquer et d'étendre sur qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de travailler pour pouvoir vous apporter la réponse dans 6 mois, 1 an, et qu'est-ce qu'on ne peut pas apporter aujourd'hui. Et donc, une fois qu'on connaît nos limitations, où on est dans le développement et qu'est-ce qu'on peut faire, je pense que c'est là où on va dans un vrai chemin et dans un développement possible. Oui, c'est ça, c'est-à-dire le dialogue. De toute façon, on en revient toujours au même, hein, évidemment, se parler. Alors, on a des questions, Andrea et messieurs. Est-ce que vous voulez que je vous les propose? Et puis, vous répondez, qui veut répondre, qui se sent. Alors, Herman Nouakam, bonjour à tous. Alors, on dit bonjour. Hein. Dans le cas des aspects pratiques des cours, comment combiner les aspects de suivi et de restitution? J'ai peur de ne pas bien comprendre. Alors, quelqu'un peut répondre si… Je veux bien me lancer. Si j'ai bien compris la question, c'est à la fois sur le suivi longitudinal des étudiants et ensuite sur la restitution. Je pense qu'on est plus sur des éléments qui seraient liés au feedback des étudiants. Le suivi, en fait, si jamais on a des étudiants qui alternent du présentiel et du distanciel, et je pense que c'est un point important aussi qu'on comprenne bien l'hybride. En fait, on est, comme le disait Nicolas tout à l'heure, plus ou moins sur du blended. En tout cas, c'est le terme qu'on utilisait jusque maintenant. La notion d'hybride avait fait penser à de la combinaison entre du présentiel et du distanciel, mais avec des étudiants qui étaient simultanément en présence et à distance pendant la pandémie. On parle plutôt de comodal ou de bimodal maintenant sur ce plan. Mais donc, sur l'hybride, en fait, ce qui est important, c'est
je dirais un peu comme dans une entreprise, il vous faut une expérience unifiée proposée aux étudiants. Et cette expérience unifiée, elle va passer par une même interface, et c'est pour cela qu'il est important d'avoir à la fois un bon LMS et pas trop d'outils à côté, qui vont permettre de centraliser l'ensemble des échanges avec les étudiants, de façon à éviter d'en rater, de façon à ce que les étudiants puissent s'y retrouver également assez facilement. Donc déjà, sur le suivi, ça va permettre, en ayant ce point d'entrée unique en quelque sorte, de pouvoir accompagner les étudiants au mieux. Et ensuite, sur la restitution et sur le feedback, là, je dirais que ça va dépendre à la fois des outils et ça va dépendre du type de travail. C'est-à-dire que vous avez la possibilité en termes de restitution de pouvoir faire des feedbacks maintenant qui vont être des feedbacks audio, des feedbacks vidéo, des feedbacks écrits, des feedbacks en face à face, etc., etc. Et il est important, en fait, des feedbacks qui vont être à la fois individuels ou des feedbacks qui vont être généralisés, voire une combinaison des deux. Et il est important donc de former les enseignants à ce genre de choses pour qu'ils comprennent bien comment s'adapter en fonction des contextes auxquels ils sont exposés, de façon à ce qu'ils puissent apporter la meilleure expérience pédagogique possible à l'étudiant, sans que ça leur prenne non plus un temps complètement démesuré, parce qu'ils auraient utilisé des méthodes qui seraient soit d'un autre âge, ou alors des outils qui ne seraient pas pertinents. Et donc, c'est vraiment l'ensemble de cette combinaison qui va permettre ensuite d'assurer un meilleur suivi et une meilleure restitution. Nicolas, est-ce qu'au fond, enfin, je vais vous faire part de mon témoignage. Je parle beaucoup de ce que j'ai vécu, évidemment, pardonnez-moi, mais j'ai constaté aussi que les enseignants étaient beaucoup plus sollicités. Je m'explique, un étudiant qui envoie un mail au prof, il attend une réponse dans les 2 heures, dans les 3 heures, il lui a peut-être écrit à 2 heures du matin, d'ailleurs, l'étudiant, et ça a bousculé quand même les habitudes. Oui, effectivement, dans ce qu'on évoquait ici et là, dans nos échanges sur ce monde post-Covid, là, sur cette idée de modularité, flexibilité, il y a aussi une attente de réactivité encore plus forte de la part des différentes équipes de nos écoles. Enfin, j'ose espérer que mes collègues constatent la même chose que ce que je constate à Audencia depuis 2 ans, et avec des étudiants oui, parce qu'on est dans un monde de réactivité. Aujourd'hui, vous ouvrez votre smartphone et vous êtes sur tel ou tel grand magasin en ligne et sous 24-48 heures, vous êtes livré. Il y a cette idée de réactivité, d'instantanéité auquel nos étudiants nous poussent, mais aussi nous aussi en tant que citoyens finalement. Hein. Enfin, les profs, ils sont pas, ça bouge leur zone de confort quand même, puisque avant, les élèves attendaient patiemment à la sortie du cours ou de leur bureau. Là, ils viennent toquer à la porte. Mais effectivement, pour aller directement dans le sens de votre question, mais en fait, c'est un phénomène plus large, c'est un phénomène sociétal. C'est ça que je voulais exprimer. Et donc, de fait, nos écoles sont membres de nos sociétés et donc vivent également pleinement cela avec des professeurs qui sont amenés à être de plus en plus polyvalents, multitâches, bien au-delà de ce qu'ils pouvaient faire, je vais caricaturer, mais il y a 20 ans, où ils enseignaient, ils écrivaient et publiaient. Aujourd'hui, dans l'enseignement, cet enseignement, il est devenu beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, avec des outils, on est là pour en parler aujourd'hui, avec des attentes des étudiants d'interactivité, là où hier, ils descendaient un cours pendant 2 heures et ils pouvaient rentrer chez eux, enfin, je caricature fortement, hein, bien sûr. Mais on voit bien qu'on est dans ce monde de l'instantanéité, de la réactivité, auquel les professeurs sont extrêmement soumis, avec effectivement des enjeux dans nos institutions, de veiller aux bons équilibres entre les plans de charge, entre les contributions institutionnelles et en lien avec aussi des enjeux qui sont importants. Je peux vous dire que quand un prof répond pas, ils ne sont pas contents. Il y en a quelques-uns. Oui, on n'est jamais content quand on ne reçoit pas une réponse à un mail. Hein. C'est le nouveau deal maintenant avec le digital. Hein. Allez, on continue les questions, ça vous convient? Oui. Alors, Éric Guénaud, l'enseignement hybride peut-il être généralisé au premier cycle ou il est plutôt réservé au 2e cycle? Alors, Andrea, est-ce que vous adressez qui, les jeunes ou les moins jeunes? Moi, je pense qu'il en faut. À tous les cycles au final, puisque un étudiant, s'il travaille et qu'il doit venir sur son campus, c'est pas qu'au premier cycle, c'est tout le long de sa vie étudiante au final. Donc, je pense qu'après, c'est plus un degré il y a un moment où dans notre vie, on va avoir besoin d'avoir plus de flexibilité que d'autres. Et là, c'est à voir au final qu'est-ce qu'on peut proposer ou pas et qu'est-ce que l'étudiant souhaite. Donc, je pense que il en faut à chaque cycle. Après, c'est… Jérôme, Loïc, c'est pour tous les cycles, selon vous?
Je peux répondre sur le… Ça dépend aussi, au début de la présentation, on a dit que ça dépend aussi de nos étudiants, de ce qu'ils ont choisi. Nous, on est des étudiants en post-bac, qui ont été des brillants étudiants jusqu'au bac, qui ont eu leur école d'ingénieur, qui sont très scolaires, qui ont été dans un environnement, collège, lycée, où il y a toujours quelqu'un avec eux pour les pousser, pour j'allais dire, entre guillemets, la pression de l'enseignant qui les force à travailler, pression physique. C'est les étudiants qui viennent dans nos écoles aussi pour chercher, quelque part, certains nous le disent, il faut que les cours soient obligatoires, il faut qu'il y ait un enseignant, sinon je ne travaille pas. On a parfois ce discours, certains étudiants, et qui est principalement en post-bac, sur la première, deuxième année, qui n'arrivent pas quand ils sont en deuxième cycle. Donc, la réponse dépend aussi du profil d'étudiant. Certains étudiants sont très autonomes et ils travaillent naturellement tout seuls. Et d'autres, il faut encore leur apprendre. Donc, il faut mettre de l'hybride très tôt. Mais c'est dans l'idée de leur apprendre, de les rendre autonomes, de les autonomiser fortement dans leur apprentissage, dans leur relation aux études. Voilà. Mais moi, en première année, si je faisais que de l'hybride, du distanciel, je parlerais trop d'étudiants, par exemple. Ouais. Ils ne seraient pas contents. Alors, Pierre Célestin. Pardon? Oui. Pardon, je voulais juste dire que je rejoins complètement. En fait, il y a une logique d'apprentissage progressive et si on passe directement au deuxième cycle sans leur en avoir donné au premier cycle, de toute façon, on va les perdre. Il y a un moment où il faut que les étudiants apprennent. Et j'entends souvent dire, alors, chez nous d'autant plus, comme Jérôme, on les a en post-bac, mais ils sortent de terminale, ils sont trop jeunes pour pouvoir avoir un cours en blended ou en hybride, peu importe comment on l'appelle. Ça fait 17 ans que je coordonne un cours qui est entièrement en blended et sur lequel les étudiants ont une charge de travail à l'extérieur qui est quand même assez importante et les étudiants en fait adorent la façon dont le cours est construit parce que justement ça change du lycée, on les accompagne énormément dans la façon d'apprendre et de travailler dans le cadre de ce cours, donc ça leur permet aussi de travailler différemment et puis surtout on insiste sur un point, c'est que comme dans les autres écoles, nos étudiants, quand ils viennent chez nous, c'est aussi pour aller à l'international. Ils vont se retrouver en Écosse, au Canada ou aux États-Unis ou dans d'autres pays et ils vont être exposés à des modalités d'apprentissage et d'enseignement qui seront différentes. Et justement, s'inspirer de ce genre de méthodes que l'on peut voir à l'étranger pour pouvoir les adapter chez nous et faire en sorte que nos étudiants soient relativement jeunes exposés à tout cela, ça va leur permettre ensuite de pouvoir être d'autant plus adaptés une fois qu'ils vont arriver à l'étranger plutôt que d'être perdus. C'est vrai. Alors, une question de Pierre Célestin. Comment gérer le choix de l'hybride en tenant compte de l'avantage comparatif des coûts d'une part et d'autre part de la prise en compte des contraintes spécifiques vécues par les enseignants et les apprenants? C'est une question longue. Si je crois comprendre en creux, Andrea, comment arbitrer entre les coûts et les contraintes des étudiants et des usagers? Je pense qu'il faut faire une balance. D'accord. Donc, encore une fois, on est sur de l'accompagnement ici. Donc, il faut déjà, j'ai envie de dire, comme à chaque étape de notre vie, il faut un objectif. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit dans les outils qu'on utilise, il faut pouvoir y mettre un objectif. Si cet objectif, c'est justement le fait d'apporter une nouvelle réponse technologique, il se peut que du coup, le coût de cette technologie prenne le dessus. C'est pour ça qu'il faut toujours revoir un peu nos objectifs derrière et comment cette technologie peut venir répondre à nos objectifs et à notre demande. Donc, si on est sur justement, on souhaite développer cette nouvelle possibilité de cours blended ou distanciel. Donc, à ce moment-là, il faut revoir les fonctionnalités. Par exemple, Panopto donne cette possibilité de pouvoir, on parle depuis tout à l'heure de retour aux étudiants. Moi, je me souviens, par exemple, des fois, c'était compliqué de comprendre ce qu'un enseignant avait mis sur ma copie et on n'a pas forcément toujours le temps de lui parler sur le campus. Donc, le fait de pouvoir avoir un retour en vidéo ou pouvoir communiquer à travers justement les LMS aujourd'hui également donne cette possibilité de discours avec l'enseignant. Ce sont des choses que la technologie apporte et qui, du coup, vient sur cet objectif de développement et construction, au final, de notre cursus pédagogique.
Alors, une question pour vous, hein, qui êtes les mains dans le cambouis, si je peux me permettre, Loïc, Jérôme et Nicolas. Concernant l'organisation des plannings, des personnes, des ressources, l'hybridation pose-t-elle des difficultés? Comment ça se gère? C'est vrai qu'il y en a qui sont à distance, d'autres qui sont en présence, d'autres qui sont en mode hybride. Comment ça se passe? Ça génère une certaine complexité organisationnelle, on va dire, très clairement. Et c'est là où il est important aussi de revoir que cette notion d'hybride, en fait, jusqu'ici, on l'a abordée au niveau du cours, au niveau du campus, mais c'est même plus savoir au niveau de l'ensemble de l'organisation parce que ça va impliquer un nombre extrêmement important de personnes qui sont plus en back-office sur l'organisation des cours. Très clairement, il y a besoin de définir qui fait quoi, par exemple, pour savoir qui va envoyer un simple lien vers une salle pour pouvoir permettre à l'étudiant de se connecter si l'étudiant est à distance parce qu'il a le Covid, si on reste sur la perspective actuelle. Il faut voir au niveau des plannings, si on a un cours pour des étudiants qui est en distanciel à 14h et à 15h30, le cours suivant est en présentiel, eh bien, il faut s'assurer déjà que les bâtiments vont permettre aux étudiants de suivre le cours sur le campus pour pouvoir ensuite être présents et avoir le cours suivant, ou alors prendre ça en considération dans l'organisation du planning. Donc oui, indéniablement, ça provoque des difficultés et des complexités et ça nécessite d'avoir des systèmes d'information qui soient relativement flexibles et là-dessus, très clairement, il y a encore pas mal de travail parce que c'est un phénomène relativement récent auquel les systèmes d'information de gestion des étudiants ne sont pas encore tout à fait rompus, je pense, et ont encore une certaine marge de progression pour nous accompagner dans plus de flexibilité organisationnelle. Ouais, ça doit être compliqué. C'est partout pareil, Andreas, hein, j'imagine. Partout, Oui. on galère pour arbitrer entre ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. J'ai envie de dire que c'est une problématique qu'on retrouve même au côté professionnel. Hein, si on ressort de l'usage enseignant-étudiant, la planification, le fait de mettre tout le monde au même endroit ou pas. On a abordé justement le fait d'être en distanciel et juste derrière, d'être dans une classe en présentiel. Est-ce que du coup, l'élève va vraiment être présent durant son distanciel ou est-ce qu'il va utiliser ce temps pour aller justement se rendre là où il doit être présent pour le cours suivant? Enfin, après, il y a également une question de priorité, d'évaluation de priorité qui rend le tout complexe. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Une question au fond qui me taraude et qui, j'imagine, vous taraude aussi, c'est Loïc qui l'avait évoqué. Finalement, ce qu'on vous vivez là au sein des établissements, c'est ce qu'ils vont vivre après. Et cette porosité et cette connexion finalement avec le monde professionnel n'a jamais été aussi fort puisque le télétravail, c'est la norme maintenant partout. Et les entreprises finalement attendent aussi une maîtrise totale des usages en matière de distanciel et de télétravail. Est-ce que Loïc, pour rebondir à ce que vous nous disiez tout à l'heure? Oui, complètement. C'est-à-dire que, à nouveau, il est important en fait de concevoir l'enseignement non pas seulement comme étant l'apprentissage de connaissances purement techniques, bien sûr, mais alors, tout ce qu'on entend par soft skills aussi maintenant. Et dans ces soft skills, il y a un point extrêmement important qui est la capacité de travailler à la fois de façon individuelle et collective. Et c'est pour cela que, comme je le disais tout à l'heure, il est essentiel de permettre à nos étudiants de développer progressivement au cours des 3 ou 5 ans qu'ils vont passer dans nos établissements, tout un ensemble de routines de fonctionnement au niveau individuel et collectif. Ces routines de fonctionnement passent par de l'organisation du travail, passent également par de l'apprentissage d'outils, et au-delà de l'apprentissage purement technique des outils, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on va utiliser ces outils dans un contexte particulier pour pouvoir s'assurer d'une bonne coordination avec d'autres personnes ou d'une bonne organisation personnelle, là encore. Et quand on arrive sur le marché du travail, que ce soit à travers les stages, une année de césure ou à la sortie des établissements, eh bien être totalement opérationnel sur ces points-là. Et ça reste quelque chose qui n'est pas forcément toujours évident à faire passer comme message parce que les étudiants viennent chez nous en se disant « je vais apprendre une formation » et ont parfois un peu de mal à se projeter, alors d'autant plus quand on les a en post-bac, arriver en fin de bachelor, début de master, c'est plus évident pour eux, mais en post-bac, il faut vraiment insister là-dessus et bien les accompagner, bien les suivre pour que cela rentre dans leur façon de fonctionner, leur façon de travailler, pour qu'ils bénéficient un maximum de ce temps qu'ils vont passer chez nous. Nicolas, une réaction à ce qui a été dit aussi sur cette porosité entre le monde professionnel et le monde finalement qui est plus grande qu'avant, me semble-t-il.
Non, mais effectivement, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par Loïc. Globalement, encore une fois, je reviens sur ce que je pouvais dire en introduction, en début de webinaire. Notre mission, c'est de les préparer à la suite. Et bien évidemment, cette suite, qui est la vie professionnelle, elle évolue dans ses contenus, dans ses attentes. Aujourd'hui, c'est la question du télétravail, du distanciel, de l'autonomie d'apprentissage, finalement, et d'organisation, encore plus forte aujourd'hui qu'hier. Et donc, bien évidemment, notre responsabilité, c'est de les accompagner. Et la place du digital, des outils, du distanciel sont devenus des incontournables dans nos formations. Encore une fois, parce que c'est la réalité de la vie des entreprises et notre métier, c'est de les préparer à cette vie dans les entreprises. Jérôme aussi, hein, pareil. Hein. On arrive à la fin du débat, alors c'est marrant parce que quelqu'un disait… les entreprises évoluent, parce qu'il y a des cycles, hein, et on est toujours en phase avec elles. Hein, donc, toutes nos écoles, on est toujours attentifs, on les écoute. Et je crois que sur les sujets sur lesquels nos élèves sont digital natifs, c'est-à-dire qu'ils sont c'est aisé pour eux, la discussion en ligne, l'échange. Pour eux, ce n'est pas du tout, hein, il n'y a pas de questions qui se posent sur l'usage ou pas Mais on doit quand même leur apprendre à gérer une réunion en ligne, gérer des collègues, de la collaboration qui doit être aussi efficace en ligne qu'en présentiel. Le management en ligne, hein, c'est quelque chose. Hein. C'est des sujets sur lesquels on doit les préparer par la pratique, hein, et c'est ce que nos cours sont aussi là pour ça. Donc, c'est marrant parce que Pierre Célestin Tête-Pluie qui nous a posé une question, il résume ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'hybride. Est-ce la question de temps de travail, 35 heures par semaine, je crois que ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. L'enseignant se retrouve sollicité H24, c'est bien ça le sujet. Hein. C'est ce que disait Nicolas, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Hein. C'est pas forcément vrai tout le temps, c'est aussi parce que avec l'hybride, ou le distanciel, on a tendance à être escalable dans nos modèles et à ajouter plus d'élèves qu'il n'en faudrait au programme. C'est aussi la réponse de l'école d'avoir le temps humain derrière adapté au nombre d'élèves. Et forcément, avec un cours en classe inversée bien préparé, on peut passer de 30 à 300 élèves comme ça sur la partie cours. Mais derrière, il y a une réalité concrète pour l'enseignant. Et c'est aussi à faire attention, l'hybride ou le distanciel, c'est pas scalable comme ça naturellement, comme une start-up sur un téléphone Android qui fait des projets Android qui est scalable par nature. Je dois dire que le côté mobilité, même au sein d'une entreprise, c'est difficile. Hein. Ouais, aujourd'hui, justement, vu qu'on est tous mobiles, accessibles, toutes les applications aujourd'hui sont aussi bien disponibles sur PC que sur téléphone, on se retrouve sollicité également à n'importe quelle heure. Moi, je vois des fois, quand je me connecte à 8-9 heures du matin, je vois qu'il y a des emails qui ont été envoyés à 2 heures du matin. Je pense que là, ça vient aussi derrière une discipline qu'on doit apprendre aux étudiants et qu'on doit aussi, nous, se l'appliquer. Parce que je sais que des fois, c'est difficile de déconnecter et ne pas aller voir à travers son mobile entre deux pubs si on n'a pas reçu une question, un email. Et donc, je pense que là, ça vient aussi quelque part où on doit apprendre à utiliser et à se modérer dans l'utilisation. L'hygiène digitale, hein, c'est ça. Hein, et ça rejoint aussi un point sur jusqu'où est-ce qu'on doit aller en fait. C'est-à-dire qu'un élément qu'on avait abordé au travers d'échanges informels aussi sur le sujet, c'est jusqu'ici, on est rentré dans une logique d'adaptation. Enfin, dans l'ensemble de nos échanges, on est rentré dans une logique d'adaptation par rapport à l'évolution des comportements des étudiants ou à l'évolution de la technologie. La question aussi, c'est jusqu'où est-ce qu'on doit aller dans cette adaptation? Est-ce que le fait de s'adapter en permanence rend vraiment service tout le temps aux étudiants ou pas? Et là-dessus, ça nécessite une réflexivité à la fois sur nos pratiques et sur les pratiques des étudiants. Et on le voit d'ailleurs de plus en plus dans les entreprises où cette réflexivité est de plus en plus forte. Alors, passons outre le droit à la déconnexion qui a été mis en place à la fois en Allemagne et en France, par exemple. Mais au-delà de cela, c'est une vraie réflexion sur l'intérêt des technologies et leur intérêt, alors notamment en ce qui nous concerne, à but pédagogique. On parlait du métavers tout à l'heure. Il suffit de voir les dernières publications sur le métavers qui sont loin d'être aussi dithyrambiques que ce qu'on voyait il y a 6 mois ou 1 an, y compris chez Facebook, enfin chez Meta. Donc, voilà, il y a toujours cette prise de distance aussi qu'il faut avoir. On a tendance à se laisser embarquer et à être parfois soit technophile et ultra technophile ou alors au contraire technophobe. Il y a, comme le disait Andrea tout à l'heure, une question de balance ou d'équilibre à avoir.
Et ça nécessite parfois de se poser et de prendre le temps de la réflexion pour avoir une approche réflexive quant à l'utilisation de l'ensemble de ces outils. Voilà, Andrea, c'était passionnant encore, hein, notre débat avec Panopto. Ça fait beaucoup de webinaires qu'on fait ensemble et à chaque fois, on va plus loin. Hein, vous avez remarqué, on va plus loin dans nos réflexions, sachant qu'on n'a pas fini d'épuiser ce sujet. Andrea, Loïc, Jérôme, Nicolas, merci beaucoup. Je savais qu'avec vous, ce serait passionnant. Eh bien, je n'ai pas été déçu. Andrea, un petit mot hein, sur Panopto, en conclusion, et puis pour saluer nos participants qui nous ont suivis. Eh bien, tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde qui est resté du début à la fin à toutes ces questions passionnantes. Et j'espère que Panopto va pouvoir continuer à suivre aussi bien les évolutions, que ce soit des demandes de mobilité ou de développement possible. C'est ce qui me passionne justement chez Panopto, c'est cette possibilité d'action qu'on peut avoir et de support quand on vient sur le côté d'enseignement que j'aurais aimé avoir quand moi-même j'étais étudiante, il y a 10 ans en arrière. Alors, je ne vais pas donner votre 06, hein, Andrea, mais en tout cas, on peut vous joindre facilement et évidemment, pour obtenir tous les conseils utiles. On aura d'autres occasions de rediscuter. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire Campus Matin avec Panopto. Merci Nicolas d'Audencia, Loïc de l'IESEG, avec Jérôme de l'IEA. On se reverra sans doute pour d'autres échanges. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci de la question. Bonne journée.